Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe Rossi. C'est le grand débat des vraies voix sur Sud Radio avec le magistrat honoraire Philippe Bilger, Caroline Pilastre, consultante dans le domaine du handicap visuel, l'ancien député Michel Pouzol, membre du mouvement Génération, les scientifiques qui réclament donc un confinement préventif face à la menace des variants du Covid, en particulier évidemment le variant anglais. C'est ce que demande en tout cas le président du conseil scientifique, Jean-François Delfrécy. Un troisième confinement qui divise le gouvernement. Les chiffres doivent en démontrer la nécessité. C'est que s'explique un conseiller à l'Elysée qui s'inquiète, et on le comprend, des conséquences économiques d'un troisième confinement. Une décision qui pourrait être prise dès mercredi en Conseil de défense, et une probable annonce par Emmanuel Macron le mercredi soir. Face aux variants du Covid, est-il urgent de reconfiner? 0826 300 300, j'attends vos réactions et vos votes sur le compte Twitter de Sud Radio, où pour l'instant vous dites non à 73%. Bonjour, le scénario d'un troisième reconfinement se précise. Nous pourrions être amenés à prendre des mesures plus dures. Ça peut aller jusqu'à un confinement si la situation devait l'exiger. Des décisions seront à prendre cette semaine, a indiqué Jean Castex. Le Premier ministre est en déplacement à l'Agence régionale de santé Île-de-France. Si nous constatons dans les prochains jours une dégradation épidémique forte, nous serions conduits à décider sans délai d'un nouveau confinement. Mais à la fin, mais est-ce que ça va finir? Il appelle les Français à ne pas baisser la garde. Un conseil de défense sanitaire est également prévu mercredi avant peut-être un nouveau tour de vis. Maman, je crois que ça va être encore une année compliquée. Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. Le professeur Philippe Juvin est avec nous, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à vous Philippe Juvin, bienvenue sur Sud Radio, directeur du service des urgences de l'hôpital Georges Pompidou à Paris, et puis auteur du livre Je ne tromperai jamais leur confiance aux éditions Gallimard. Professeur, on va en parler dans quelques instants de votre livre. À ce stade, Philippe Juvin, est-ce qu'on peut éviter un reconfinement, un troisième reconfinement? Écoutez, d'abord, le confinement, c'est une mesure politique qui est éclairée évidemment par les faits médicaux. Alors, quels sont ces faits médicaux ? Il y a une nouveauté dans l'épidémie, c'est que des variants du virus circulent et ces variants se multiplient à grande vitesse. En particulier, un variant qui vient de Grande-Bretagne, qui a pris toute la place en Grande-Bretagne et qui a créé une situation très chaotique là-bas. On décrit des hôpitaux extrêmement submergés, et je pense qu'il faut que nous apprenions de nos erreurs. Souvenez-vous, au mois de février, quand on regardait les Italiens, on se demandait comment ils arrivaient à être dans cette situation. Vraiment, c'était des gens qui se débrouillaient pas bien, qui étaient pas au niveau. Enfin, on les regardait de haut. Et évidemment, quelques semaines plus tard, on a compris que ce dont souffraient les Italiens, nous allions en souffrir, et nous avons souffert. Donc, l'Allemagne est en difficulté, la Grande-Bretagne est en difficulté. Ça paraît difficile de penser que rien ne va nous arriver. Autrement dit, si on ne fait rien, et ça pourrait être peut-être autre chose, ça pourrait être une vaccination très rapide, même si nous n'avons pas les moyens, si nous ne faisons rien, il est probable que courant mars, la situation pourrait être aussi chaotique qu'elle est actuellement en Grande-Bretagne. Alors, si on reconfine d'ici 3-4 jours, on est bien d'accord, Philippe Juvin, ce serait un reconfinement préventif pour éviter une situation déplorable en mars. Absolument. Si on confine, le mot confinement en recouvrant des réalités très différentes. On l'a vu entre mars et octobre, c'était pas la même chose. Mais si on prend des mesures de confinement, on va le dire comme ça, c'est en vue d'éviter une situation chaotique dans 6-7 semaines. Il y a un élément qu'il faut avoir en tête, c'est que plus on confine tôt, plus le confinement peut être court, et plus le confinement peut être moins pénible. Maintenant, le confinement a des effets qui sont des effets terribles. Sur l'économie, ça va de soi, mais sur la santé aussi de ceux qui ne peuvent pas se soigner parce que le système est embolisé. Donc, c'est loin d'être une décision très facile. C'est un peu la pire des solutions, le confinement, à l'exception de tous les autres, quand on a tout essayé. Philippe Juvin, et le professeur Philippe Juvin est avec nous ce soir, interrogé maintenant par nos vraies voix, Caroline Pilastre, Michel Pouzol et Philippe Bilger pour commencer. Philippe Juvin, je vais profiter de cette permission pour poser une seule question, mais avec 3 branches, si j'ose dire. D'abord, j'ai trouvé votre livre très remarquable parce qu'il mêle la réflexion sanitaire avec l'activité municipale, puisque vous êtes notamment le maire de la Garenne-Colombes. Et je me souviens qu'un jour, vous avez développé les avantages du cumul. Le deuxième point, la deuxième option, c'est au fond, est-ce qu'on peut être un grand ministre de la Santé dans une telle période
Barbara Pompili a évoqué que la France avait été très remarquable dans sa campagne avec le vaccin, qu'elle avait marqué l'histoire, ça me paraît un peu surestimé. Et troisième élément, il est important, si vous aviez à déceler, à identifier la principale cause non pas de l'échec, mais de la politique sanitaire du gouvernement depuis mars 2020, vous diriez quoi exactement? Pardon pour ces trois questions en une seule. Alors, premier point, d'abord, merci pour votre critique et le jeu sur mon livre, qui est en fait un carnet de bord, jour après jour, entre le moment où nous recevons le premier malade du Covid, fin janvier, et le moment où nous déconfinons. Et c'est vrai que je raconte ma vie quotidienne à l'hôpital et aussi ma vie quotidienne comme maire. Et donc, ça me permet de répondre à votre question. Et d'une certaine manière, la vie du maire et la vie du médecin, ce sont un peu deux vies assez identiques. C'est-à-dire que l'une se nourrit de l'autre. Moi, j'ai toujours pensé que j'étais meilleur maire parce que j'étais médecin, avec des responsabilités à l'hôpital, et peut-être d'une certaine manière meilleur chef de service parce que je suis maire. Et c'est vrai que le débat sur le cumul est un débat qui n'est pas d'actualité actuellement, mais j'ai toujours pensé que les hommes politiques gagneraient à garder une activité professionnelle. Premier point. Deuxième point, j'ignorais que Mme Pompili avait dit ça. Mais enfin, j'ignorais en même temps, ça ne m'étonne qu'à moitié, parce que les autorités quand même gouvernementales en France ont une caractéristique, c'est que chaque fois qu'elles prennent la parole, elles considèrent qu'elles ont toujours tout fait bien. Et depuis le mois de février dernier, je n'entends chaque fois qu'une autorité quelconque prend la parole, c'est pour dire on a vraiment été très bon. Donc ça m'amène à répondre à la troisième question. Qu'est-ce qui a manqué le plus? Mais en fait, la question a été posée à l'inverse au maire de Séoul. On lui a demandé, mais au fond, qu'est-ce qui a bien marché chez vous? Puisqu'à Séoul, ça s'était très bien passé. Est-ce que c'est parce qu'on a testé facilement? Est-ce que parce qu'on a confiné au bon moment? Est-ce que parce qu'on a donné des masques? Et elle a dit, non, pas du tout, c'est rien de tout ça. Ce qui a marché chez nous, c'était la confiance. C'est-à-dire qu'il y avait un contrat de confiance entre les gouvernés et les gouvernants. Et moi, je crois que le plus grand échec, il est là, c'est que le gouvernement aurait dit au mois de février, ou mars plus exactement, écoutez, voilà, au lieu de dire les masques, ça ne sert à rien. Ils auraient dit, nous n'en avons pas assez, nous ne sommes pas prêts, donc on va les réserver aux soignants. Je pense que cette épreuve de vérité aurait été un grand succès et aurait beaucoup aidé. Je pense que ce n'est pas une erreur et ce n'est pas une preuve de faiblesse de reconnaître ses erreurs. D'ailleurs, je reconnais beaucoup d'erreurs dans le livre. C'est au contraire une preuve d'intelligence et la preuve qu'on peut s'adapter pour ne pas refaire l'erreur. Donc là, c'est vrai, sur la vaccination, on n'est pas très bon. On n'est pas très bon. Hein. Et pourquoi on n'est pas très bon? Parce qu'on fait toujours les mêmes erreurs. On est content de soi. Voilà. C'est la France qui a le meilleur équipe du monde de foot, qui a le meilleur système de santé, le meilleur système éducatif. Et je vous rappelle, Paul Reynaud en 1940, nous vaincrons parce que nous sommes les plus forts. Voilà, c'est la France. Philippe Juvin, oui, alors justement, parlons-en de la vaccination avant de donner la parole à Michel Pouzol, à Caroline Pilastre et notre auditeur au 0826 300 300 qui nous attend. 1 million de vaccinés, donc on s'en est félicité tout à l'heure avant fin janvier, avant la date butoir le 31 janvier. Olivier Véran qui entend vacciner tous les Français, si j'ai bien compris, à l'été, en août en tout cas. Est-ce que vous pensez que l'objectif est réalisable? Est-ce qu'on sera tous vaccinés d'ici l'été? Alors tout d'abord, premièrement, 1 million de vaccinés à la fin du mois, c'est très peu, c'est ridicule. C'est un chiffre qui est très marketing, bien sûr. 1 million, c'est un beau chiffre rond. Mais je vous rappelle que quand on vaccine contre la grippe, on vaccine 11 à 12 millions de personnes sans tambour ni trompette. Donc 1 million, c'est très peu. Deuxièmement, il n'y a pas 1 million de Français vaccinés. Il y a 1 million de Français qui ont reçu une injection. Voilà. Et la vaccination, c'est 2 injections. Oui. Donc il faut arrêter de dire qu'il y a 1 million de Français vaccinés, c'est faux. Là aussi, vous voyez comment la parole publique peut-elle être crue quand on s'amuse à ce petit tour de passe-passe qui ne trompe personne, parce que tout le monde le sait. Donc c'est ridicule. Et alors troisièmement, je ne sais pas, Olivier Véran, dans la même journée, a parlé, je crois, de 70 millions de Français vaccinés. Et le matin, il avait dit, je ne sais pas, 23 millions. Enfin, il faut que les ministres arrêtent de dire chacun leur chiffre, parce que chaque fois qu'ils donnent un chiffre, le chiffre est différent de celui qui a parlé avant. Donc là aussi, si vous voulez, ça nuit à la confiance. En fait, les Français sont très fatigués.
les soignants sont très fatigués, tout le monde est très fatigué. Il y a des gens qui sont en train de perdre leur emploi, d'autres perdent leur santé, d'autres perdent leur vie. Et donc, on a besoin d'une parole publique en qui que l'on puisse croire. Et donc, le début du commencement de « je veux bien faire confiance », c'est qu'on n'est pas 3 ministres et 3 chiffres différents. Vous voyez, il y a un problème de parole publique qui n'est pas homogène. C'est un vrai sujet, qui est un vrai sujet de politique. Michel Pouzol. Oui, je reprenais le cas de ce que vous disiez sur Olivier Véran. Là, c'était le même Olivier Véran qui, à deux moments de la journée, disait 2 chiffres totalement différents. Donc là, c'était encore plus schizophrénique. Enfin, non, c'est pas la schizophrénie, la schizophrénie est une maladie, mais c'était vraiment effectivement quelque chose de absolument caricatural de ce qu'on peut faire de plus médiocre en politique, c'est-à-dire de ne pas même pas se souvenir de ce qu'on a dit 2 heures avant. Voilà. La mémoire, c'est quelque chose qui n'existe plus en politique, mais quand même, il y a quand même des limites. Moi, ce que j'entends dans ce que vous dites, alors... oui, je ne suis pas sûr qu'on ait fait vraiment beaucoup mieux ailleurs, mais en tout cas, la communication en France a été catastrophique. Vous l'avez dit sur les masques, on l'a dit sur les vaccins, on l'a dit aujourd'hui sur les prévisions vaccinales. Ce que vous dites en tout cas, et je voudrais avoir votre confirmation, c'est bien ce que vous nous dites en creux. C'est que quoi qu'il arrive, nous allons avoir un confinement. Soit maintenant en prévision, soit dans une situation beaucoup plus grave et beaucoup plus tendue au mois de mars. En gros, c'est votre vision de la situation, elle est bien celle-là. On n'y échappera pas. Donc vous préconisez un coup d'arrêt fort maintenant, plutôt qu'une situation encore plus catastrophique avec les mêmes conséquences sociales pour la population en mars. Oui, c'est sûr. Plus on le fait tôt, plus il sera court. Plus on le fait tôt, moins il sera dur. Mais c'est vrai que si on était dans une situation comme Israël, qui s'est fixé l'objectif de vacciner toute la population en 3 mois, le débat ne serait pas du tout le même. Parce que je crois qu'il y a un élément d'acceptabilité du confinement qui est le suivant. Il faut que les Français sont fatigués du stop and go. Oui. Ils veulent avoir de la visibilité des choses. Et une manière de leur donner de la visibilité, c'est de leur dire ce confinement, c'est un confinement qui entre dans le cadre d'une stratégie. Et la stratégie d'éradication de l'épidémie. Non pas du virus qui continuera à courir, mais de l'épidémie. Et il faut donc lier ce confinement à d'autres mesures, en particulier une accélération réelle, mais vraiment réelle, de la vaccination, et qu'on se dise, je sais pas, dans 3 mois, dans 4 mois, on est tous vaccinés et on peut en sortir. Parce que si on reconfine cette fois-ci, et puis que dans 2 mois, finalement, ça va un peu mieux, on déconfine, mais qu'en réalité, rien n'a changé sur le fond, si on continue à ne pas réfléchir en dehors du cadre, eh bien, on est parti pour des allers-retours permanents. Et ça, il faut faire attention à la réaction de la société qui est très fragile. Donc moi, mon inquiétude, elle est aussi là. Caroline Pilastre. Et juste après, on accueillera Florian qui nous appelle d'Antony au 0826 300 300. Caroline. Oui, monsieur Juvin, j'ai écouté une émission, j'ai écouté un débat qui expliquait que le variant sud-africain et brésilien était plus contaminant et que le vaccin, excusez-moi, je me suis un peu emballée, protégerait qu'à 40%. Donc je voudrais avoir votre avis médical là-dessus, et j'aurais également aimé savoir, vous qui êtes au contact des malades, vu que vous êtes sur le terrain en tant que chef des urgences à l'hôpital Pompidou, qu'est-ce que vous vivez actuellement par rapport à cette crise ? Alors d'abord, ce qu'on vit actuellement, c'est une remontée de la maladie. Il y a plus de la moitié des lits de réanimation en France qui sont actuellement occupés par le Covid. Et nous avons ouvert par exemple aujourd'hui des lits nouveaux pour des patients Covid spécifiquement, avec un risque dans les jours à venir de devoir de nouveau réannuler des patients qui n'ont pas le Covid et qu'on ne pourra pas traiter normalement. Parce qu'il faut bien comprendre qu'une épidémie de Covid désorganise le système et conduit aussi à moins bien soigner les patients qui n'ont pas le Covid. Donc il y a une mortalité non-Covid du Covid. Ça, c'est le premier point. Sur les variants, d'abord, des variants, il y en a toujours. Depuis le début de l'épidémie, le virus a muté de très nombreuses fois. Mais les fois, mais jusqu'ici, ça n'avait pas eu d'incidence sur l'infection, sur la capacité du virus à se multiplier ou sur son caractère agressif. La nouveauté, c'est que les 3 variants récents, et il y en aura d'autres dans l'avenir, c'est ça qu'il faut comprendre, posent problème. Le variant britannique se multiplie beaucoup plus vite.
Il semble qu'il ne soit pas plus mortel, sauf que depuis quelques jours, c'est ce qu'on disait jusqu'à il y a quelques jours, depuis quelques jours, on a quelques données qui laissent penser qu'il pourrait être 1,3 à 1,9 fois plus mortel que le précédent, que le variant précédent. Donc là, on commence à avoir un doute, y compris sur le britannique, mais il semble être sensible au vaccin. En tout cas, les deux vaccins ARN messager, Pfizer et Moderna. En revanche, sur le variant qui est le variant sud-africain, ainsi que le brésilien, on est frappé de la chose suivante. C'est que dans deux villes où il y avait eu une immunité quasi collective liée à beaucoup de gens qui l'avaient attrapé, à Manaus, dans l'Amazonie, et au Cap, en Afrique du Sud. Comme par hasard, c'est pas par hasard que je dis comme par hasard, ce variant apparaît et se multiplie. En fait, quand je dis comme par hasard, je pense que ce n'est pas le fait du hasard. C'est-à-dire qu'on ne peut pas exclure qu'il s'agit d'une adaptation du virus à une situation naturelle. En gros, la population a développé des anticorps et donc le virus s'adapte pour pouvoir se multiplier malgré ces anticorps. C'est quelque chose, si c'était confirmé, qui serait évidemment très préoccupante, qui est connu en infectiologie. On sait qu'un certain nombre de microbes, des bactéries par exemple, mais aussi des virus, se développent d'autant qu'on donne un antibiotique. Il y a ce qu'on appelle des résistances qui se développent. Et bien là, il semble que ça pourrait être le cas. Et notre inquiétude, c'est que effectivement, il y a une part de résistance aussi au vaccin, et le chiffre de 40%, c'est celui qui circule actuellement. Mais si vous voulez, notre préoccupation aujourd'hui, c'est le britannique, parce que c'est lui qui est à côté de chez nous. Philippe Juvin, je vous propose d'accueillir Florian qui nous appelle d'Antony. Voilà notre auditeur 0826 300 300. Bonsoir Florian. Bonsoir. Bienvenue dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Que Michel Pouzol est avec nous, Caroline Pilastre, Philippe Bilger et le professeur Philippe Juvin, voilà, qui nous fait le plaisir d'être dans Les Vraies Voix. Florian, alors est-ce que vous vous y attendez à ce confinement? Est-ce qu'il est inévitable pour vous? Manifestement, quand on entend les informations, on entend le professeur Juvin et les spécialistes, bien évidemment, on a l'impression que c'est vrai qu'une partie, les élites médicales et les élites en général sont dépassées parce que manifestement elles ne contrôlent pas l'histoire, elles ne contrôlent plus l'histoire, et c'est ça qui leur pose problème. C'est-à-dire c'est le retour de l'histoire, le retour du tragique, et la méconnaissance de l'histoire aussi des épidémies. Il y a une épidémie asiatique en 1956-59, donc ça a duré 3 ans, on l'a oublié, et puis d'autre part on a oublié aussi que le confinement c'est pas si mauvais que ça, puisqu'on a réussi à éradiquer la peste en 1720, donc au début du XVIIIe siècle, quand on a fermé, mais vraiment fermé avec tir à vue, la ville de Marseille et puis la région de Provence. Et donc ça a été hyper efficace, parce que jusqu'à présent les épidémies de peste elles faisaient beaucoup de malheur dans les populations, autour des millions de personnes, puisqu'il n'y avait pas de confinement. Oui, effectivement, pour l'instant, et vous l'avez dit, professeur Juvin, la seule arme pour l'instant, que ce soit en préventif ou non, c'est le reconfinement qui devrait peut-être être annoncé mercredi soir. J'espère qu'ils ne vont pas annoncer qu'on va tirer à vue aux barrières du périphérique. Alors, on vient de l'apprendre, il n'y aura pas d'annonce mercredi soir. Emmanuel Macron ne s'exprimera pas. Voilà, peut-être début de semaine prochaine. Merci à vous. Une conférence de presse du Premier ministre est prévue jeudi. Voilà, Jean Castex donc, qui parlera jeudi. Peut-être donc un couvre-feu toujours à 18h, un confinement le week-end. On ne sait pas, on sera avec vous jeudi soir. Important. Sûrement, si Macron ne parle pas, c'est qu'il n'y aura pas de confinement. Merci à vous, Philippe Juvin. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci de votre invitation. Merci à vous, directeur du service des urgences de l'hôpital Georges Pompidou à Paris, auteur du livre « Je ne tromperai jamais leur confiance ». C'est aux éditions Gallimard. Restez là, dans un instant, c'est Jean-Marie Bordry et le clin d'œil des vraies voix pour la dernière partie de l'émission. À tout de suite.